Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, merci pour cette présentation et cette introduction et bienvenue aux intervenants de cette table ronde. Donc cette table ronde qui s'intitule « Politique contemporaine de collection et de collecte photographique » voudrait, à la lumière donc, de l'édition 2022 de Plus Photographie, s'interroger, revenir sur l'esprit, les ambitions avec lesquelles des collections ou des ensembles photographiques ont été formés et continuent à évoluer aujourd'hui dans des lieux et des institutions aussi variés que le musée d'Orsay, le musée Nicéphore-Niepce, les archives départementales du Nord ou encore le musée de la Résistance et de la déportation de Besançon. Donc, quels sont les enjeux à la fois passés et présents de ces collections photographiques ? Dans ce volume, que vous pourrez consulter par la suite, de nombreuses institutions, donc musées, bibliothèques, archives, centres d'art, FRAC, ont répondu à l'appel du ministère de la Culture, témoignant ainsi de la richesse et du dynamisme des acquisitions en matière de photographie. Et on pourrait considérer que ces volumes, depuis 2020, donc 2021 et 2022, à l'écran. Alors voilà. Que ces volumes forment peu à peu une sorte de panorama des collections photographiques réparties sur le territoire, mais panorama qui est une sorte de petit sommet de l'iceberg, puisque ce ne sont que les pièces les plus récentes, et encore un choix parmi celles-ci, mais qui donnent déjà une idée, voire un sentiment général de la teneur des collections et du dynamisme qui les travaillent. Donc, autour de cette table sont réunis les représentants d'institutions au profil variés, entièrement dédiés à la photographie ou non, parisienne ou non, musée ou archives, plus proches de l'art ou plus proches de l'histoire, ou non d'ailleurs, ou les deux. Et pour vous introduire chacune et chacun, j'ai aussi choisi de montrer les pages qui sont consacrées à vos institutions respectives. Donc ici, alors attendez, on m'a dit d'appuyer lentement. Ah, non. Bon, alors vous voyez ici les pages qui sont consacrées au musée de la Résistance et de la déportation de Besançon. Précédemment, la page qui est consacrée au musée Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône. Et puis il y a d'autres images aussi qui sont représentées. Ici aussi, les pages consacrées aux archives départementales du Nord. Et puis, évidemment, on a aussi parmi les participants de cette table ronde, donc Marie Robert, qui, outre ses fonctions à Orsay, est cette année l'autrice de l'éditorial, ainsi que des rapprochements et des textes de la rubrique Croisement, qui vise à mêler justement des collections de provenances différentes et à les rapprocher pour leur thématique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc on a fait volontairement pour cette table ronde le choix de la pluralité institutionnelle pour interroger à la fois des historiques, des rapports différents à la photographie, afin de tenter aussi de cerner les enjeux passés et présents des collections photographiques, afin de montrer des manières différentes de collecter, de rassembler et de collectionner la photographie dans des institutions publiques, eu égard donc à leurs missions respectives. Donc autour de cette table sont présents par ordre donc alphabétique Sylvain Besson, qui est directeur des collections du musée Nicéphore-Niepce depuis 2008, qui est en charge d'une trentaine de fonds, dont ceux donc, de Jean-Christian Bourcard, Peter Knapp, Jean Moral ou Jean-Pierre Sudre, et qui assure la conservation et la valorisation des collections photographiques du musée, riches de plus de 4 millions de phototypes, couvrant donc tous les champs du photographique, de l'invention par Niepce en 1827 aux dernières avancées numériques. Et on reviendra aussi peut-être sur ces ensembles récents, comment les conserver, etc. Tout de suite à ma gauche, Aurélie Cousin, qui travaille au musée de la Résistance et de la déportation de Besançon depuis 10 ans, qui est chargée de collection, responsable donc de la collecte 3945, qui est une collecte qui vise aussi à rassembler tout type de supports, de témoignages liés à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des photographies. Donc on parlera du travail que vous menez actuellement pour la réouverture du musée, qui est en travaux, réouverture qui aura lieu en 2023, je crois, donc l'année prochaine.
On a aussi autour de cette table, j'essaie de respecter ce que je vous ai annoncé d'ordre alphabétique, Pierre Pigaglio des Archives départementales du Nord. Pierre Pigaglio, qui est donc diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, qui avait intégré donc les Archives nationales, qui avait travaillé avec Michel Quétin, puis donc à la mission du patrimoine photographique à Paris. Dans le cadre de la préfiguration du jeu de paume, vous aviez notamment accompagné le transfert et la continuité de la communication des donations photographiques qui ont été faites à l'État. Et vous travaillez depuis quelques années pour les archives donc, du département du Nord, les archives départementales du Nord, et vous êtes actuellement le référent pour les questions photographiques. Et puis, Marie Robert, donc, qui est conservatrice en chef photographie et cinéma au musée d'Orsay, commissaire seul ou co-commissaire d'une quinzaine d'expositions marquées par les sciences sociales. Peut-être l'une des plus connues a été peut-être Qui a peur des femmes photographes en 2015, mais aussi Splendeur et misère, images de la prostitution, Jazz Power et enfin le cinéma qui a fermé il y a quelques mois et donc qui est toute récente. Marie Robert, qui a aussi enseigné à l'École du Louvre l'histoire de la photographie au prisme du genre et qui a publié en 2020 un livre important avec Luce Lebar qui s'appelle Une histoire mondiale des femmes photographes, donc aux éditions textuelles. Voilà. Donc avec toutes ces personnalités du monde de la photographie, nous allons pouvoir discuter de ces enjeux à la fois des historiques de vos institutions, mais aussi des enjeux actuels de vos collections, de leur valorisation. Et donc, je vous laisse la parole chacun pour une dizaine de minutes de présentation. Sylvain, l'ordre du PowerPoint fait que c'est toi qui commences. Super. Tu me dis quand passer les diapositives. Enfin, je verrai, mais je passe les diapositives. Si tu passes pas la bonne diapo. Bonjour à tous, m'entendez ? Oui, donc les collections du musée Nicéphore-Niepce, peut-être tu peux passer la carotte parce que c'était un petit clin d'œil, mais les collections du musée Nicéphore-Niepce. Donc le musée, en fait, il porte le nom de l'inventeur de la photographie. C'est normal parce que l'inventeur de la photographie, il est né à Chalon-sur-Saône. Et c'est vrai que depuis le milieu du 19e siècle, en fait, à Chalon-sur-Saône, un certain nombre de gens, notamment les sociétés d'histoire locale, ont essayé de collecter tout ce qui avait attrait à Nicéphore-Niepce. Et tout ça pendant une cinquantaine d'années. Les collections ensuite ont été attribuées au musée de Nons. Et dans les années 70, enfin les années 60-70, un certain nombre de gens, à Chalon-sur-Saône principalement, ont réussi à convaincre la municipalité d'ouvrir un musée qui serait consacré à la photographie et principalement à Nicéphore-Niepce. Donc il y a eu un transfert des collections du musée de Nons, donc le premier musée de la ville de Chalon-sur-Saône, vers cette nouvelle structure qui est créée administrativement en 1972 à l'occasion du 150e anniversaire théorique de la photographie, en référence à la jolie dalle qu'il y a à Saint-Loup-de-Varennes. Donc on n'est pas là pour discuter de 22 ou 27, mais en tout cas, en 72, il y a M. Hasselblad qui vient au musée, à la ville de Chalon-sur-Saône pour ses festivités, qui offre un appareil assez exceptionnel à la ville, qui est celui qui était destiné à aller sur la Lune. Donc un appareil Hasselblad destiné à aller sur la Lune. Et donc, bon an, mal an, avec ce petit corpus niepcien et cet appareil Hasselblad, le musée créé administrativement avec une volonté d'ouvrir le musée au public en 74-75. Un conservateur est nommé en 74 et il s'appelle Paul Jay. Et en fait, Paul Jay va définir dès 74 ce que nous sommes encore aujourd'hui. C'est un musée qui aura connu trois directeurs. Paul Jay, François Cheval, Brigitte Maurice-Chabard. Et en fait, la politique d'acquisition du musée, elle va être définie dès la naissance de l'institution. Et les deux successeurs vont suivre cette même politique d'acquisition que je vais développer. Mais le cœur du sujet reste Niepce. Et Niepce, en fait, invente deux choses. Il invente la photographie et il invente la photogravure.
Et donc c'est très important pour nous, cette double invention. Sauf que comme me l'a rappelé Paul Jay il y a encore 3 semaines, il m'a dit, Sylvain, au début du musée, à part 3 héliogravures, un appareil sans objectif, et même pas la première photographie, il n'y avait rien dans ce musée. Il n'y avait pas de collection. Et donc Paul va être assez malin. Pardon, je l'appelle Paul au bout d'un moment. Paul va être assez malin, il va contacter un certain nombre de collectionneurs, et il va être contacté aussi par un certain nombre de collectionneurs qui avaient créé pour eux des collections, on va dire, encyclopédiques, dans la grande tradition des collections encyclopédiques du XVIIIe, du XVIIe. Et tous les champs de la photographie sont couverts dans ces collections privées. De l'invention de la photographie, à part Niepce, donc du daguerreotype jusqu'à la diapositive, tout support, toute technique, tout sujet, pas de distinction entre les amateurs, les professionnels, les artistes. Et ces collections, en fait, Paul est vraiment très malin, il arrive à les faire donner au musée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on a 4-5 millions de photographies, déjà là, il y en a 2,5 millions quasiment. Et l'autre axe d'importance, quand je parlais de la photogravure, c'est qu'en 1975, à côté de Chalon-sur-Saône, il y a un des plus grands éditeurs de cartes postales en France qui s'appelle Combier. Et Combier va pas très bien, est en train de péricliter et donne au musée Nicéphore-Niepce tout ce qu'ils considèrent comme non vendable dans leur fabrication de cartes postales. Donc tous les sujets qu'ils considèrent plus pouvoir vendre, mais pour tous ces sujets, ils nous donnent négatif, interpositif, internégatif, tirage de lecture, carte postale dans toutes les variations de colorimétrie possibles, avec, sans nuages, enfin, etc. Et là, on a 1,5 million de phototypes qui rentrent. Donc, quand le musée est créé, que Paul est nommé et qui négocie tout ça, en gros, entre 75 et 79, on se retrouve entre la collection d'Urville, la collection Lefebvre, le fonds Combier, on est déjà aux 4 millions de photographies. Donc aujourd'hui, on dit qu'on est à 4 millions, mais vu tout ce que je fais rentrer tous les ans, en fait, on n'est pas à 4 millions. En fait, mais ça rassure tout le monde, et nos élus et nos financeurs. En gros. Bref, il n'y a pas d'élus dans la salle. Ça va. Donc du coup, quand Paul est là, il y a juste 5-6 agents, et c'est des agents de salle. Donc l'équipe va s'étoffer. Et peut-être qu'on peut passer Niepce pour voir d'autres choses, mais quand je vous parlais de collection encyclopédique, vous voyez, je vous ai donné un exemple de chaque. En 86, le dernier gros coup de Paul Jay, c'est que le musée de Vincennes de Kodak ferme ses portes, et les collections du musée de Vincennes sont dispersées entre 3 institutions, entre Rochester, Orsay, le musée d'Orsay et nous. Et nous, en fait, on récupère tout ce que veut ni Orsay ni Rochester, en gros. Mais là encore, on récupère 5 à 600 000 phototypes, 3 ou 4 000 appareils. Donc voilà. Donc ça, c'est les tout débuts de la collection, mais qui sont assez rapides et assez conséquents et assez impressionnants. Ensuite, l'autre idée de génie de Paul Jay, c'est de dire que la photographie, c'est un art en cours, qui, avec des praticiens encore, là, on n'est pas dans un musée de peinture 17e avec une collection close et qu'on étoffe d'1 ou 2 tableaux par an. On collabore avec des photographes, et donc il ouvre un labo argentique dans le musée, il recrute des tireurs prestigieux, Yvon Le Marlet qui a commencé chez nous, enfin voilà. Et donc cet labo argentique, il a 2 vocations. Il a déjà dupliqué les collections de négatifs pour créer une photothèque de consultation. On est déjà dans les prémices de ce que la numérisation offre aujourd'hui. Et un accompagnement pour les photographes avec une production des expositions en interne par le laboratoire. Les photographes viennent avec leurs négatifs et on va faire 2 tirages, un pour les collections et un pour le photographe. Donc on était très généreux et les photographes étaient aussi très généreux. Et donc le deuxième conservateur va suivre peu ou prou cette voie, c'est-à-dire que la légende dit que Paul disait « j'accumule, mon successeur fera le tri ». Et François Cheval, il a organisé le tri et il a poursuivi l'accumulation. Donc voilà.
Donc on peut avancer un peu. Donc là, par exemple, Pierre Trémaud, c'est un fonds qui est rentré il y a peu de temps. Pierre Trémaud, il était connu pour un ouvrage d'ethnographie avec des papiers salés collés. Puis ensuite, sachant pas fixer ses tirages, c'est remplacé par des gravures. Mais en fait, on ne savait pas trop comment il passait du calotype à la gravure. Et en fait, on a retrouvé dans sa maison de la ville de sa naissance, il y a 4 ou 5 ans, en fait, au fond d'une armoire, au moment de la vente de la maison, il y avait une boîte avec les calotypes, les calques, les papiers salés retouchés à la main, etc. Enfin, c'était une découverte. Il y a peu de découvertes magiques dans notre métier, mais celle-là, vraiment, elle l'était. La joie des placards et des armoires perdus. C'est Et des ça. J'ai même greniers. une collègue qui me demande encore d'y retourner à la maison pour taper dans les cloisons, vérifier s'il n'y a pas d'autres trucs cachés. Mais on ne me laisse plus rentrer. Un autre axe important qu'on a surtout développé il y a une quinzaine d'années, c'est la question des revues, parce qu'après tout, au XXe siècle, 99% de la photographie professionnelle est destinée à la revue et à la publication. Donc on fait rentrer en collection des ensembles complets de revues. Donc on est les seuls, par exemple, à avoir la revue Vue dans son intégralité, le miroir, voilà aussi, et puis quelques exemples comme Jazz. Donc à chaque fois, on essaye d'avoir des corpus complets et de les intégrer aux collections, ce qui veut dire que notre bibliothèque n'est pas consultable, n'est pas une bibliothèque de prêt, mais bien une bibliothèque de consultation sur rendez-vous. Et quand vous souhaitez m'emprunter pour une exposition, un numéro de vue, c'est une demande de prêt traditionnelle, etc. On peut peut-être passer les livres. La photographie est un objet, j'aime beaucoup cette diapositive. Donc effectivement, on avait fait notamment une exposition qui était un peu l'aboutissement de cette collection il y a une vingtaine d'années. Alors en fait, on récupérait dans les collections, dans les fonds qui rentraient chez nous, des objets photographiques divers et variés. Mais il y a une vingtaine d'années, on a décidé que ce soit un axe de recherche, un axe d'acquisition, très fort sur la photographie est partout. Et l'aboutissement, c'était une exposition qui s'appelait Par-dessus tout. Effectivement, la photographie, elle est partout. Vous achetez un cahier chez le papetier, vous avez une photographie dessus. Vous avez une tasse avec Monsieur Poutine. Vous avez, mauvais exemple, vous avez le justicier de Hong Kong en affiche de cinéma. Vous avez un vide-poche au-dessus, là, sur cette. Voilà. Et à droite, par exemple, c'est un photomontage qui fait 50 par 80, je crois, et qui est destiné à faire des affichettes publicitaires pour un numéro de cirque. Donc, on avait réussi à faire une exposition sur 200 mètres carrés qu'avec des objets photographiques du quotidien. Et Emmaüs est notre premier vendeur. Et donc c'est une politique qu'on a un peu ralentie parce qu'au bout d'un moment c'est sans fin, mais on a 2 armoires au musée entièrement consacrées à ce type d'objets. Par exemple, là, je vois la pochette de disque. Notre ami Jean-Marie Perrier, qui travaillait pour Salut les copains, on ne va pas acheter les photos de Jean-Marie Perrier qui se vendent aujourd'hui en tirage contre-collé à 3 000 €, mais on a toute la collection des pochettes de 45 tours du monsieur, par exemple. Bon, les albums photographiques est un autre axe. On va peut-être passer, parce que j'ai que 10 minutes, je crois, on y est bientôt. Ouais, non, mais tu as encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Donc, quand j'ai mis collection artistique entre guillemets, alors on arrive entre les acquisitions faites par les 3 directeurs ou par les photographes qu'on a accueillis en exposition et qu'on produit encore aujourd'hui, mais en numérique. On arrive à couvrir à peu près tout le champ artistique de la photographie, principalement française, des années 1890, avec un énorme corpus de pictorialistes, jusqu'à un Jean-Christian Bourcard ou un Martial et un Petremont. Donc là, j'ai mis quelques exemples au hasard de personnes un peu significatives. Quelques étrangers. Paul avait une passion absolue pour Mario Giacomelli, donc on a un des plus gros corpus de Giacomelli en France. Jean-Pierre Sudre était régulièrement acquis par Paul Gey, mais ça a été complété ensuite par l'acquisition du fonds de Jean-Pierre Sudre. Et donc maintenant, les photographes, on les accueille toujours soit pour des expositions avec des coproductions, enfin des productions avec eux. On se vit souvent comme une sorte de village de Gaulois, c'est-à-dire irréductible, c'est-à-dire qu'au musée, on peut tout faire, on a des menuisiers,
des peintres, des encadreurs. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est le contre-collage. Mais tous les métiers de la photographie au musée sont représentés et tous les musées autour. C'est-à-dire qu'on a des numérisateurs, on a un service du public, on a une équipe technique. Enfin, on peut tout faire en interne tout seul. Et ce qui fait que pour les photographes, c'est assez confortable de venir travailler avec nous en complément des résidences qu'on arrive à organiser, soit en soutien du ministère de la Culture, soit en soutien des studios Vortex à Dijon. On a 2 résidences actuellement. Mais j'aimerais quand même développer le dernier axe, qui est important. Donc depuis 2009, donc au musée, on a choisi, parce que pour nous, comprendre l'évolution du métier de photographe, c'est suivre un photographe de ses débuts jusqu'à la fin de sa carrière, c'est de récupérer, d'accueillir, de conserver des fonds pleins et entiers de photographes. Alors quand je dis fonds pleins et entiers, c'est du négatif jusqu'au justificatif de publication. Donc quand on récupère un fonds de photographe, on récupère ses négatifs, ses planches contact, ses tirages de lecture, ses tirages d'exposition, les magazines dans lesquels il a publié, et autres, si affinité. Alors actuellement, on conserve une trentaine de fonds de photographes, je ne les ai pas forcément tous mis. On en rentre entre 1 à 2 par an depuis maintenant 2009. Le premier fut celui de Peter Knapp, qui nous a permis de mettre au point aussi notre méthodologie de travail, parce que mine de rien, accueillir des fonds aussi volumineux, ce n'est pas d'un claquement de doigts que ça se traite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est assez à l'aise pour accueillir des photographes comme Jean-Christian Bourcard ou Bertrand Meunier, qui produisent encore, qui ne sont pas encore en âge d'être patrimonialisés, mais c'est à notre sens important de les patrimonialiser. Je patrimonialise Bertrand Meunier, j'adore l'idée, mais de les accompagner, de mieux comprendre, d'échanger avec eux, qui nous aident à documenter. C'est quand même plus facile parce que les photographes, selon les photographes, ils documentent plus ou moins bien leur travail, organisent plus ou moins bien leur travail. Et du coup, d'être avec eux, ça permet de mieux travailler, de mieux connaître leurs fonds et de mieux connaître l'évolution de leur pratique dans le temps. Alors après, il y a des... tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Est-ce que je l'ai mise? Ah, je crois que je l'ai pas. Si, je l'ai mise. Par exemple, il y a des photographes, elle sera peut-être pas contente que je me serve de son exemple, mais moi, je l'aime beaucoup, cet exemple-là. Par exemple, Sacha, en haut à droite, qui est une photographe de mode. Et je trouve que c'est très important dans le dialogue qu'on instaure avec les photographes, qu'on en discute. Pour Sacha Van Dorsen, elle a travaillé pour la mode pendant une 50aine d'années. Elle produit plus. Et ça représente, je ne sais pas, 600, 700 000 diapositives. On a signé le contrat il y a 4 ans. Et dans les collections, je n'ai récupéré que les magazines. Et elle n'arrive pas encore à passer le cap de transmettre au musée les diapositives et le fond. Et la dernière fois que je l'ai vue, la discussion, en fait, c'est plutôt mon œuvre. Vous n'avez pas besoin de savoir comment j'y suis arrivé. Mon œuvre aboutie, c'est les magazines dans lesquels je suis publié. Et je pense que vous n'aurez jamais que les magazines. Et je pense que je vais détruire mon archive. Alors moi, je pense qu'elle me l'avait déjà dit il y a 4 ans, mais j'ai mis 4 ans à le comprendre. Et je pense que je vais l'aider à le détruire, du coup. Mais effectivement, ça n'arrivera pas jusqu'à nous. Et elle considère que c'est l'œuvre aboutie et que finalement, musée ou pas, comprendre la pratique photographique ou pas, c'est pas son sujet. Voilà. Sujet des historiens. Exactement. Qui aiment bien, en effet, des fonds complets avec des archives, des choses qui accompagnent les images. Mais c'est vrai qu'à t'écouter... c'est des questions qui sont, je pense, centrales quand on s'interroge sur ce que ça veut dire faire une collection pour la photographie, de photographie, dans un musée qui est vraiment dédié à la photographie. On voit aussi cette progression un peu fulgurante du nombre, de la masse possible, de ce qu'on peut rassembler et de la variété des types de supports, mais aussi de la manière dont on peut approcher la photographie. Là, on la voit vraiment comme un objet polymorphe, finalement, qui a de nombreuses facettes. Et il revient aux institutions de décider aussi comment elles veulent comprendre la photographie et comment elles l'entendent, finalement. Qu'est-ce qu'elles lui donnent aussi comme rôle dans le musée et puis à quel public peut-être elles pensent et quelle est la destination de ces images. Je ne sais pas si tu avais... Oui. Ok, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'il va nous donner aussi l'occasion de pouvoir dialoguer. Enfin, moi, j'aurais sans doute pas mal de questions à vous poser aux uns et aux autres, mais n'hésitez pas aussi à vous poser des questions entre vous. Et on va passer tout de suite à la présentation suivante, donc, qui va être faite par Aurélie Cousin,
qui va vous présenter justement ce projet de collecte 3945 du rapport de son institution, le Musée de la Résistance et de la Déportation, à la photographie. Je vous laisse la parole tout de suite. Merci. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que je dois appuyer quelque part? Non, c'est bon. OK. Alors, le Musée de la Résistance et de la Déportation a été créé en 1971 et fait partie des premiers musées de la Seconde Guerre mondiale qui émergent 30 ans après la guerre. Il correspond à un fort intérêt pour l'histoire de cette période, comme à l'apparition des premiers discours négationnistes qui amènent témoins et acteurs à se mobiliser pour s'interroger sur la manière et les moyens de transmettre leur histoire. À Besançon, comme dans beaucoup d'autres cas, il s'agit d'un musée associatif. Il est fondé par Denise Lorac, que vous voyez sur la photo tout en bas, déportée à Bergen-Belsen avec son fils de 4 ans et demi. Ce musée regroupe d'anciens résistants et déportés de toute la Franche-Comté qui ont su s'associer dans un effort d'entente et d'objectifs communs, ce qui était loin d'être la règle alors. Le musée naissant fait ainsi fi des tendances politiques et des conflits mémoriels. S'associent rapidement au projet deux historiens, Henri Michel puis François Marcot, qui vont marquer l'histoire du musée. Dès lors, le musée est le lieu des témoins et donc de la mémoire, comme celui de l'historien et de l'histoire. Denise Lorac s'est inspirée de la définition du musée idéal voulu par Henri Michel en affirmant que ce que l'histoire ne peut pas exprimer sera demandé à l'art. Musée d'histoire, il sera aussi musée d'art. Elle collecte alors des œuvres d'art produites en prison et dans les camps, appelées art en déportation. La collection compte aujourd'hui plus de 600 œuvres, ce qui fait du musée de Besançon le plus riche de France sur cette thématique. Le socle des collections est hétérogène. Ce sont des souvenirs collectés par les anciens résistants et déportés, à l'image de leur engagement et des événements qu'ils ont vécus. Un Ausweis, des cartes de correspondance interzone, une affiche de Vichy, un morceau de drapeau nazi récupéré à la Libération ou durant la campagne d'Allemagne, une veste de déporté, un carnet de recettes conservé précieusement durant la déportation, une lettre clandestine transmise depuis la prison, un peu de terre du camp ou un père, un mari ou un frère a disparu. La place des photographies, elle, s'inscrit dans une volonté de documenter et reste donc centrée sur des thématiques précises, la libération des camps, la résistance. Un constat pour nous, c'est la place de la vie intime ou familiale immortalisée par la pellicule qui résiste à la patrimonialisation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 2020 et plus de 50 ans après sa création, le musée a fermé ses portes pour complète rénovation. Sa réouverture est prévue à l'été 2023, sa mue se prépare, sa nouvelle identité aussi. Il devient musée d'histoire outil citoyen. Une collecte a été lancée en 2019 afin d'enrichir les collections du musée, à l'heure de la disparition des témoins et de leurs traces, une manière d'associer chacun au futur musée en proposant de confier sa mémoire familiale. Il s'agit aussi d'alerter sur la fragilité de ces traces et d'insister sur le rôle du musée comme un lieu où elles peuvent être conservées, étudiées et valorisées. Cette collecte est complétée par une exposition itinérante qui circule actuellement dans toute la Franche-Comté. Des recherches sont menées par toute l'équipe, et je profite de saluer cette équipe qui est vraiment merveilleuse, et puis de retrouver des résistants de témoins, donc de résistants déportés. Et notre première question face à ces descendants est souvent celle-ci: avez-vous des photos de lui ou d'elle ? Pour illustrer nos objectifs, quelques exemples. Dans les années 70, 80 et 90, bon nombre de témoins n'ont pas perçu l'intérêt de confier leurs photos au moment de remettre leurs dons au musée. Ce fut le cas du franc-comtois que vous pouvez voir, Robert Chanu, interné au fort de Montluc, puis déporté à Mauthausen, très présent dès la création du musée. Nous conservons divers objets en lien avec son internement et sa déportation, mais aucune photo de lui. En un sens, c'est normal, il était là, et il faisait même souvent des visites guidées du musée. Pour y remédier, nous avons contacté sa fille que nous allons rencontrer à Nîmes en septembre prochain. Il s'agit donc pour nous de recontacter les descendants, de leur demander de cibler des photos des années 30 à 50, voire d'échanger en famille autour des albums. C'est d'ailleurs bien souvent à travers les photographies que peut émerger un récit familial, un patrimoine immatériel d'ailleurs, qui est intégré dans la documentation de chaque don. La photographie a un rôle d'incarnation. Nous enquêtons actuellement afin de retrouver les photographies des 100 individus fusillés à la citadelle de Besançon, à leur lieu d'exécution durant l'occupation. Derrière leur visage, leur vie d'avant, celle qui révèle la diversité de l'engagement résistant,
certains professeurs, d'autres agriculteurs, adolescents ou pères de famille. En complément des photographies, notre enquête se porte aussi sur leurs dernières lettres adressées à leurs proches. Autre exemple, nous conservons au musée plus de 100 dessins produits au camp par une déportée de Ravensbrück, Jeannette Lerminier. En cachette et avec l'aide des autres, elle s'attache à représenter ses camarades, certaines croquées sur le vif, quand d'autres prennent la pose. Elle ne représente cependant aucun visage. Il n'y a pas de visage, parce que plus que le corps, les stigmates, elle porte plus que le corps les stigmates de la faim et de la souffrance. Il n'y a pas de visage par respect pour celles qui pourraient être démoralisées à se voir ainsi. Et chaque dessin est signé la main de ses amis comme ultime preuve de leur déportation. À nous, à présent, de retrouver le visage de ces déportés. Un exemple très récent avec la photographie de Marie Besson, que vous pouvez voir à droite, surnommée Bohémienne, agent de liaison au réseau Buckmaster à Lyon, arrêtée en 1943 et déportée en janvier 1944 à Ravensbrück. Un don réalisé au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, très récent, nous a permis de mettre enfin un visage sur un nom. Elle est représentée sur le dessin Bohémienne, Marie de Robien et Henriette Fermet, que vous pouvez voir. Elles sont accroupies devant un radiateur à la poudrerie de Leichen, en train de recopier des recettes de cuisine, comme c'était souvent le cas pour les déportés, et en l'occurrence celle de la recette de la langouste thermidor. Aussi, le visage lui-même de Jeannette Lerminier représentait un mystère à résoudre pour nous. Nous n'avions trouvé en ligne qu'une photographie de profil, et avec l'aide d'une historienne, Isabelle de Cézieux, que je salue également, elle m'avait contactée l'année dernière pour des recherches, et le musée a pu acheter une photographie conservée aux États-Unis, mais la photo la représente toujours de profil. Celle-ci reste cependant précieuse, puisqu'elle se situe aux États-Unis, donc on est en février 1946, et elle est en présence de sa belle-mère, Marguerite, tout comme elle, rescapée des camps, et de l'aviateur américain au centre, Frank Fink. Lors d'un voyage là-bas devant lui permettre de retrouver son frère Jean, hospitalisé, elle met tout en œuvre pour retrouver Frank Fink, jeune pilote américain qu'elles ont hébergé jusqu'à leur arrestation par la Gestapo. Elles seront déportées alors que Fink sera interné dans un camp pour soldats étrangers de 1943 à 1945. Les joyeuses retrouvailles seront hélas de courte durée. Le 18 juin 1946, l'avion de Fink s'écrase lors d'une mission d'entraînement en Pennsylvanie. Mais en lien avec les descendants de Jeannette Lerminier, l'historienne avec qui je suis en contact est devenue une intermédiaire très précieuse. Grâce à elle, j'ai pu recevoir des numérisations de son visage de face. Je reste dans l'attente d'un don avec la famille de Jeannette Lerminier qui se concrétisera peut-être un jour. Les photographies pour nous, donc, dialoguent entre elles. Elles sont des ramifications sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour aller à la rencontre de nouveaux parcours. En 2007, le musée reçoit un premier don d'archives personnelles de Fernand Belot, jeune résistant bisontin, militant à la jeunesse étudiante chrétienne puis de témoignages chrétiens et lieutenant dans l'armée secrète. Fernand est arrêté, torturé par Barbie et exécuté au bord d'une route près de Lyon le 9 juin 1944. En 2019, une descendante assez âgée nous confie tout ce qu'il reste de lui, dont 3 albums photos commentés à la plume de sa main, allant de sa naissance en 1917 aux dernières années de sa vie en 1942. Ces photos de la vie nous permettent de reconstituer ce qui peut être souvent considéré comme un angle mort de l'histoire des Français sous l'occupation, la vie elle-même. Malgré le contexte, elle continue, les gens étudient, se rencontrent, se marient, partent en vacances. Apparaissent également dans ces albums d'autres résistants reconnus. Donc sur la photo, vous pouvez voir à gauche, il y a Fernand Belot avec une pipe, et juste en dessous, Jules Guédan, qui est un résistant des Hautes-Alpes. Plutôt pacifiste de 1935 à 1939, ils vont être dans les années qui suivent le centre névralgique et intellectuel d'une résistance plus importante, la diffusion de tracts, les réseaux de sauvetage et de passage. À côté de Fernand, ce sont ici des étudiants qui se distraient, mais qui, en filigrane, sont les membres d'une même famille spirituelle, partagent les mêmes idéaux et les mêmes choix d'engagement. Une autre photographie, prise sur le chemin du retour à Clerval, dans le Doubs, illustre à elle seule le rapatriement des déportés à la Libération. Il s'agit de la mission Marchand, conduite par Marguerite Marchand, au centre, directrice de la Croix-Rouge. Au verso de cette photo, presque le nom de tous les présents. Il y a 10 ans, à mon arrivée au musée, j'avais l'idée de partir de cette photographie pour retrouver chaque individu. Et le temps m'a manqué pour le faire, mais il m'a rattrapée. Au gré de nos dons ces dernières années, ce sont eux qui nous retrouvent.
Dernier exemple d'il y a 15 jours, celui de Jean-Pierre Barbier, résistant déporté à Dachau et à L'Ar. Après avoir retrouvé son unique descendante, nous avons alors pu identifier ce résistant sur cette même photographie, donc un autre exemplaire qui était rangé parmi une liasse d'archives familiales. Parfois, une image vaut 1000 mots. Les photographies permettent de combler des manques, de documenter ce qui ne pourrait pas l'être ni par les archives, ni par les courriers officiels, ni les lettres, ni les journaux intimes. Quelques exemples, pour nous, la vie quotidienne des requis du STO, dont nous n'avions rien dans nos collections jusqu'à présent, les filières d'évasion, comme c'est le cas ici, des soldats coloniaux et de l'UNCC, dont fait partie Germaine Tillon, la photo qui est tout en haut à droite. Ici, les soldats sont hébergés à son domicile, ils prennent la pause. Autre exemple, la seule et unique photo que nous ayons du sauvetage des enfants juifs à Besançon, alors séparés de leurs parents, qui sont internés près de Paris. Ici, sœur Romanoff, religieuse à l'hôpital. Le petit Freddy Moll, Ephraim Moll, qui est un jeune garçon qui est aussi sur la photo, un des rescapés, a d'ailleurs pris contact avec le musée par la suite. Léopold, tout en haut, soldat allemand en 1941 à Mancenant, dans un petit village du Doubs, photographie prise dans les champs aux abords de la ferme de Janoudeau, adolescente, dont nous conservons aussi les journaux intimes et qui documente un autre aspect de la vie sous l'occupation, les relations complexes entre occupants et occupés. Dernière photo, celle de l'amitié indéfectible au-delà des murs de la prison, comme c'est le cas entre Germaine Tillon et son ami Marcel Montmarché, qui lui dépose à l'aide d'une charrette des colis de la Croix-Rouge à la prison de Fresnes en 1943. Petite anecdote, mon collègue Vincent a recherché cette photographie 7 ans durant. Le musée participe à cette reconnaissance patrimoniale d'intérêt national par l'intégration de ces photographies familiales dans les fonds du musée. Sélectionnées à partir d'un ensemble proposé lors d'un don, seules quelques photographies sont présentées dans les différentes commissions d'acquisition. À l'image du travail que nous menons sur l'inventaire des archives, elles sont choisies en fonction de l'intérêt historique et patrimonial qu'elles représentent. On pourrait même dire l'intérêt muséal ou muséogénique. Sources d'histoire, elles nous permettent aussi de faire dialoguer photographies, archives et objets entre eux, et cela sans compter la valeur d'incarnation au sein du musée qu'elles représentent pour les jeunes générations, puisqu'on parle quand même d'individus qui, durant la guerre, avaient 14, 20, 30 ou 40 ans. Cette approche anthropologique de la photographie que nous privilégions au musée va de pair avec les représentations de l'occupation et de sa complexité via des expériences et des comportements variés. La photo permet de faire office de porte d'entrée vers un monde pouvant être par nature difficile à saisir aujourd'hui. Le rôle des photographies est alors capital. Leur format est pour nous idéal pour ouvrir une petite fenêtre sur le passé. Elles restent encore complexes à collecter en ce qu'elles sont perçues comme sans intérêt en dehors du cercle des proches. Et il est indéniablement nécessaire pour nous aujourd'hui de sensibiliser nos donateurs sur ce type de patrimoine et de renforcer l'attention portée aux photographies dans les dons. Merci. Merci beaucoup Aurélie Cousin pour cette présentation. Grâce à vous, on peut réfléchir à cette question du témoignage historique, du rôle que joue la photographie dans ce domaine, de son rôle d'incarnation, de la manière aussi dont on peut faire parler les images, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, comment est-ce qu'on travaille avec des photographies, dans quel sens justement on les collecte, comment ça s'accompagne aussi d'entretiens, de recherche sur les personnes qui sont représentées sur ces images. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement où vous en êtes de cette collecte, combien ça représente de photographies à l'heure actuelle? Vous avez une idée? Alors, à peu près. Oui, alors on a eu une base de photographies dans les collections du musée, mais comme on a dit, c'était plutôt documentaire. Là, notre axe, c'est vraiment l'individu et l'incarnation. Au niveau des collections photos, on a quelques milliers de photos, mais ça commence à arriver doucement avec cette collecte. Ça prend du temps pour arriver au cœur des familles. Alors, soit avec les recherches généalogiques, on ouvre une porte et on rentre en fait chez ces familles-là sans qu'elles n'aient été prévenues. Donc, ça peut demander du temps à regarder dans les albums. Il y a un énorme travail qui se fait avec les albums de famille. Et puis, ce qu'on mène actuellement avec notre exposition itinérante, c'est vraiment aussi de s'installer dans différentes villes, villages, qui pourraient aussi détenir ce type de trésor. Que tout le monde entende parler de ce projet. Oui, tout à fait. C'est parfait que vous soyez là aujourd'hui. Peut-être que ça peut susciter aussi des choses dans le public. On va passer à la présentation qui va arriver maintenant, qui va nous être faite donc par Pierre Pigaglio, des Archives départementales du Nord. Et alors,
en fait, jusqu'à présent, on a eu des institutions qui ont des collections qui se sont formées, enfin, qui ont été ouvertes dans les années 70, donc plutôt récentes. Vous, les archives départementales existent depuis beaucoup plus longtemps, et vous allez aussi nous raconter depuis quand la photographie y est conservée et collectée. Est-ce que vous préférez que je passe, moi, les diapositives, ou est-ce que je vous... Oui, ça vous va? D'accord. On vous écoute. Alors, je vais resituer en fait assez rapidement. On va pas. L'idée n'est pas de faire un cours en fait, en tout cas, sur l'histoire archivistique, qui aujourd'hui en fait est assez ancienne, puisque les archives en tant que telles ont été créées en 1700. Les archives départementales ont été créées en 1796. Donc c'est effectivement une histoire assez longue. Vous comprendrez donc qu'effectivement, en tant que telle, la photographie évidemment présente en fait dans les centres d'archives n'est évidemment pas héritière en fait de cette création. C'est plus récemment en 1986, donc c'est beaucoup plus proche de nous, que les archives départementales sont rattachées au département en tant que tel, donc à l'époque aux conseils départementaux. L'idée étant évidemment en fait l'idée qui était déjà en fait une idée en fait révolutionnaire, étant de se rapprocher en fait en tout cas du citoyen pour lui permettre en fait de pouvoir avoir un accès beaucoup plus libre et beaucoup plus évident à l'archive qui était produite par les différentes institutions publiques, plus récemment évidemment. Et de pouvoir jouer lui aussi en fait en tout cas sur cette production en fait d'archives, de pouvoir justifier d'un certain nombre de points qu'il concerne en fait directement, de justifier de son identité, de justifier de sa paternité, de justifier de points vraiment qui sont en fait des points pour lui en fait des points de citoyenneté et des points légaux. Et donc ce contexte, en tout cas, a été très rapidement réglementé. Il y a eu beaucoup de légifération, il y a eu beaucoup en fait, de réglementations qui ont été produites. Les plus évidentes sont la loi CADA de 1978, ce qu'on a appelé par la suite en fait, le Code des archives, qui lui date en fait, de 1979. Qui a été par la suite en fait, intégré au Code du patrimoine, au livre 2, qui a été remanié en 2008. Plus récemment, beaucoup plus proche en fait, de nous, la loi République numérique de 2016, qui implique, et ça c'est un point peut-être qui me semble, pas un point de distinction, mais un point de particularisme en fait, en tout cas des archives, on en parlera peut-être après, mais c'est dans la communication même en fait, de l'archive en tant que telle. Alors, j'en parlerai un petit peu après, mais tout peut être archive, y compris en fait, la photographie, ce qui ne facilite pas toujours les choses. Mais tout est archive dans le sens, effectivement, là vous le voyez sur le schéma, je peux peut-être en parler tout de suite, mais les archives départementales du Nord, c'est probablement une des collections archivistiques en fait, les plus importantes de France, peut-être après celle de Paris, en tout cas en termes de métrage linéaire. Vous voyez que nous, on ne parle pas en pièces. Alors après, je parlerai en pièces concernant les photographies. Mais aujourd'hui, les collections des archives départementales, c'est 70 km linéaires d'archives. Donc, vous voyez que c'est une masse assez considérable qui est en perpétuelle augmentation, puisque jusqu'à il y a peu, en fait, l'augmentation annuelle était de 2 km d'archives. Alors, c'est principalement des archives publiques. Vous voyez que les collections photographiques en fait, en tant que telles, c'est 250 mètres, 300 mètres linéaires, peut-être 350 mètres linéaires, si on inclut les photographies qui sont elles-mêmes présentes dans les fonds d'archives publiques. Ça, je vais vous expliquer en fait, après cette distinction. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a principalement, en très très grosse majorité, en fait, des archives qui sont dites des archives publiques. Alors, les archives publiques, c'est quoi? C'est des archives qui sont produites par des institutions administratives, par les administrations, par des collectivités territoriales. Le département du Nord, par exemple, qui est évidemment un des plus gros services versants des archives départementales du Nord. Ça peut être les communes, ça peut être également des centres d'études scientifiques, c'est les universités, c'est des commissariats de police, etc. Bref, toutes les structures
publiques présentes sur le territoire qui ont une activité spécifique, en tout cas sur ces territoires. C'est le cas, par exemple, aussi de France 3, hein, qui nous a versé, là pour le coup, en fait, un fonds de photographie. Et on parle bien, vous voyez, dans le langage en fait, de versement. C'est-à-dire pour les archives publiques, le versement en tant que tel est régi par un certain nombre de textes qui définissent ce qu'on appelle en fait, des durées d'utilité administrative. Alors, vous voyez qu'on s'éloigne un peu en fait, de la poésie photographique parfois. C'est quelque chose de finalement d'assez clarifié parce que la législation prévoit qu'il y a 3 âges des archives. Voilà, donc il y a les fameux 3 âges. Nous, on gère finalement, en archives départementales, on a tendance à dire qu'on gère le 3e âge. Alors, il ne faut pas y voir, voilà. Mais c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que dans l'utilisation des archives en tant que telles, vous avez les archives, ce qu'on appelle des archives courantes, c'est-à-dire celles qui sont utilisées au quotidien. Je vais prendre l'exemple d'un hôpital. Ce sont vos dossiers médicaux qui sont utilisés au quotidien dans le cadre d'un traitement, dans le cadre où vous allez... Voilà, pour une consultation, ça, ce sont des archives qui sont utilisées immédiatement, qui ont une utilité immédiate. Les archives courantes. Les archives intermédiaires, c'est une phase intermédiaire pour laquelle en fait, l'archive est considérée comme étant toujours utile pour l'historien, pour l'institution qui l'a gérée, pour le citoyen aussi parfois, un peu moins. Et nous, finalement, on va prendre en charge en fait, ce que l'on appelle en fait, les archives définitives ou les archives historiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va retrouver, en tout cas pour ce qui concerne en fait, les archives publiques, qu'on va trouver en fait, pas des fonds de photographie, mais la présence de photographies dans énormément de dossiers. Donc là, on est encore en fait, aujourd'hui en difficulté de donner en fait, un chiffrage vraiment précis, parce qu'il est probable, en fait, on estime entre 1 et 2 millions en fait, le volume d'objets photographiques, c'est-à-dire de prises de vue, d'objets, par exemple, de films, de bandes de films, etc., etc. Donc ça, c'est un comptage qui est vraiment très, très approximatif, parce qu'on est encore aujourd'hui un peu à la peine de pouvoir identifier la totalité des photographies qui sont présentes en fait, dans les archives publiques. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas en fait, des archives privées, qui, elles, sont également en fait, une des préoccupations des archives aujourd'hui, et notamment des archives départementales, dans le sens où l'historiographie, en fait, en tout cas, de la collection des fonds photographiques en, fait, en département, je vais plutôt parler de celui, évidemment, en fait, du département du Nord, un certain nombre de fonds vont se retrouver partagés entre les archives départementales, les archives, par exemple, des archives communales. Et c'est vrai qu'une des particularités, c'est aussi comment on se positionne vis-à-vis de ça. Alors après, vous verrez qu'il y a des fonds photographiques un peu plus illustrés. Mais comment se positionnent les archives municipales? Ça, c'est une grande réflexion, qui est toujours une réflexion en cours, puisqu'il y a également un certain nombre de projets qui ont été définis assez récemment. Les archives départementales n'étaient pas trop, jusqu'à il y a peu finalement, rompues à la pratique en fait, des projets scientifiques, culturels et éducatifs. C'est quelque chose d'assez récent. Les musées ont déjà intégré, en fait, en tout cas, cette pratique depuis pas mal de temps, mais c'était encore jusqu'à il y a peu, très peu le cas, des archives départementales. Alors pour une raison simple, vous l'avez compris en introduction, c'est que les archives sont tenues de recevoir, de par la loi, de par les réglementations en, fait, en vigueur, des archives qui leur sont versées régulièrement. Donc dans ce contexte, évidemment, c'est un peu compliqué du coup à gérer. Et on va retrouver dans ces fonds d'archives publiques qui sont versés en fait, régulièrement, on a retrouvé, en fait, en tout cas, en prévision, en fait, en tout cas, de la table ronde, en fait, on avait encore beaucoup de difficultés, finalement, à identifier les premiers supports qui auraient été véritablement versés, qu'on aurait acquis de façon volontaire. Vous avez compris qu'il y a une double, finalement, une particularité qui est des versements qui sont
presque des versements obligés. Les institutions nous versent à des délais, en fait, dans des délais, en fait, en tout cas, qui sont bien réglementés, un certain nombre d'archives dont ils n'ont plus l'utilité. Voilà. Mais à partir de quand la photographie a vraiment été collectée, en fait, en tout cas, dans ce cadre? A priori, on peut faire remonter ces premiers versements à la fin du 19e siècle, notamment dans des archives communales. C'est très prosaïque, hein, c'est un usage de la photographie qui est purement considéré, en fait, en tout cas, comme étant un usage documentaire. Les communes réalisent un certain nombre de travaux, ils modifient en fait l'infrastructure de la voie, ils vont établir un certain nombre réaliser des constructions, rénover en fait un certain nombre de bâtiments. Et pour pouvoir attester du travail qui est réalisé, ils vont produire en fait des archives qui sont également des archives photographiques. Donc on retrouve très souvent dans les archives publiques, pas toujours, mais très souvent cette mixité qu'on a évoquée en fait en tout cas tout à l'heure, mais il est encore plus prégnante dans les archives parce que c'est presque une évidence, la présence en fait non seulement parfois de photographies, mais aussi en fait d'une documentation d'archives qui viennent documenter ces objets photographiques qui ont été versés. Vous voyez là quelques exemples, en fait, en tout cas, de photographies qui, elles, ont été versées dans le cadre, effectivement, des archives publiques. C'est-à-dire ce sont des archives photographiques, principalement, ou parfois des archives. Le fonds France 3, le fonds de la CEITA comporte également, en fait, des archives papier. On a parfois des archives de comptabilité, hein, des choses qui sont beaucoup plus techniques, mais qui sont parfois en fait assez intéressantes, parce que qui sont souvent très intéressantes. Et le biais entre la photographie et finalement cette archive un peu plus dure permet aussi de comprendre en fait le contexte de production de ces photographies. Permet de comprendre pourquoi aussi la photographie a été utilisée par ces institutions. Alors, le fonds de la CEITA, là, c'est les fameuses. J'ai oublié en fait le nom, enfin, en tout cas, ce que ça peut signifier, mais c'était ce fameux cigarettier national. Hein, voilà, pendant très longtemps, c'était un monopole en fait de l'État, et il y avait une très grosse usine qui était installée en périphérie immédiate de Lille. Et qui produisait évidemment une grosse partie, en fait, en tout cas, du tabac, des cigarettes pour la région nord de la France. C'était même en partie vendu avec la Belgique qui est voisine. On voit ici sur un fond d'un commissariat, le commissariat de Roubaix. On a des fonds de plusieurs commissariats. On a également des fonds judiciaires, d'archives judiciaires dans lesquelles on retrouve en fait pour le coup la photographie donc utilisée comme un constat. Donc on va le retrouver en fait dans les dossiers d'enquête spécifiques. Je montre en fait ces images-là parce que vous savez que les archives concernant la guerre d'Algérie ont été déclassifiées en fait tout récemment, en décembre 2021. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une partie non négligeable, la recherche en tout cas, en tant que telle, la recherche historique, parce qu'on a également cette vocation qui est très importante, qui est de permettre la recherche historique, de mettre à disposition ces archives qui étaient jusqu'à maintenant, jusqu'en décembre 2021, incommunicables. Alors incommunicables, ça ne veut pas dire qu'elles sont en soi secrètes, hein, c'est parfois, et les photographies en font partie. Encore une fois, la photographie est une archive comme une autre, au sens de la loi, et c'est donc un document public qui se rattache en fait à la législation en matière de communicabilité d'archives publiques, qui interdit la communication au public. Alors vous voyez là, en l'occurrence, pas forcément toujours non plus pour des raisons de secret d'État, hein, contrairement à ce qu'on pourrait en fait imaginer. C'est bien souvent plutôt pour des raisons de protection de la vie privée. Hein, c'est principalement le législateur, en fait, en tout cas, est principalement attentif à cette problématique. Et donc, on va trouver
Également dans des institutions qui ont des vocations d'aménagement du territoire. Là, c'est un fonds vraiment extrêmement intéressant qui a été produit par le Centre d'études techniques de l'équipement, qui est une institution qui est toujours existante, qui a un rayonnement en fait, qui dépasse en fait, le Nord, puisque à l'origine, en fait, son rayonnement était celui du Nord, de la Picardie, et aujourd'hui, le rayonnement est celui des Hauts-de-France, mais comme il est situé sur l'île, on en a évidemment en fait, la responsabilité. Du coup, on peut peut-être faire défiler les diapositives. Donc, vous voyez, une masse, en fait, en tout cas spécifique. Et je vais rapidement, du coup, évoquer, mais ceci dit, vous avez compris que les archives privées, en fait, en tant que telles, sont une petite coquetterie, en fait, des archives publiques en tant que telles, mais sont très importantes et pour schématiser un peu, aujourd'hui, en fait, le statut de la photographie en archive est vraiment quelque chose qui me semble, en fait, en tout cas, un des éléments très importants à mettre en exergue et puis à essayer, en fait, de résoudre. C'est pas si évident que ça. On l'a vu, hein, la photographie a été très longtemps acquise, un peu par défaut, en fonction des contingences institutionnelles aussi, des relations que les institutions ont pu tisser, des relations que les archives ont pu tisser avec les services versants, avec les institutions publiques, mais aussi par des réseaux spécifiques, notamment issus de ce qu'on appelait en fait au XIXe siècle, et la région du Nord a été une des grandes régions d'existence, en fait, en tout cas, de ces sociétés savantes. C'était une région qui était très riche. Ça ne veut pas dire que cette richesse était parfaitement répartie, mais en tout cas, c'était une région très peuplée, très riche, dans laquelle on retrouvait énormément l'implication du secteur industriel, de la production, et de façon liée, de façon très contingente, en tout cas, ces sociétés savantes qui avaient vocation, en fait, à diffuser la pensée scientifique, géographique, historique, économique, etc. Et parmi ces fonds privés, eh bien, on va trouver beaucoup de fonds qui sont à l'origine, en tout cas issus des grandes familles. Hein. Ce qu'on appelle en fait les grandes familles dans le Nord, ce sont les directions en fait, d'industrie, ce sont les héritiers de ces directions d'industrie qui ont parfois donné aux archives départementales ou déposé. Pour les archives privées, en tout cas, en fait, on a trois grands. On utilise aujourd'hui principalement. On recourt plutôt à la donation, ce qui évite en fait les éventuelles problématiques liées au dépôt. Les budgets étant relativement serrés, les achats sont rares, mais existent. Ils sont très ciblés, notamment pour pouvoir compléter des fonds ou pouvoir faire ce qu'on essaye de faire en fait en tout cas aujourd'hui. Alors au regard en fait aussi de la politique sur les droits culturels, et il nous semble qu'aujourd'hui, notamment dans le cadre de la loi NOTRe, hein, qui est une loi en fait assez récente puisqu'elle date du milieu des années 2010. Et on est de plus en plus sensible à cette volonté en fait en tout cas. On cherche encore des solutions pour pouvoir réellement en fait, y parvenir, parce que les choses ne sont pas toujours évidentes. Le territoire du Nord est très divers, il est très inégal, il est parfois très industriel encore aujourd'hui, mais il est parfois aussi très agricole. Comment donner une visibilité également par la photographie, et peut-être aussi parfois surtout par la photographie, à ces disparités, à ce qu'on appelle parfois en fait les zones blanches, mais qui ne sont pas toujours en fait des zones blanches géographiques, qui sont aussi parfois des zones blanches sociales ou de groupes qui sont relativement peu présents dans l'archive publique en général. Voilà. Bonjour. Merci. Merci beaucoup, Pierre Pigaglio.
on voit très clairement cette double dynamique et des archives, des fonds publics et des fonds privés. La difficulté aussi pour les archives, et c'est commun à toutes les archives, aux archives nationales, ils se posent exactement les mêmes questions que vous avez soulevées là, c'est-à-dire comment inventorier, faire état des photographies dispersées dans de nombreux fonds. J'espère qu'on pourra en discuter, mais l'heure tourne très... Il est déjà 11h presque. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc je laisse sans plus tarder la parole à Marie Robert, donc conservatrice en chef au musée d'Orsay, pour vous présenter l'historique de ce musée ouvert en 1986 et des politiques photographiques d'Orsay. D'accord, merci Éléonore. Alors, je vais essayer de tenter de répondre à 3 questions que j'ai cru comprendre, que tu nous posais. Comment s'est constituée la collection de photographies du musée ? Quelles ont été les principales évolutions en termes d'acquisition depuis 10 ans ? Et finalement, comment et pourquoi enrichir cette collection encore aujourd'hui ? Alors, comme tu l'as dit, le musée d'Orsay a ouvert ses portes au public en 1986. Il prend à l'époque place entre le musée du Louvre, dont une partie des œuvres sont détachées et adressées au musée d'Orsay, donc toutes les œuvres de la seconde moitié du XIXe siècle, donc entre le musée du Louvre et le musée national d'art moderne, qui est dédié au XXe siècle. Le musée d'Orsay est installé sur une ancienne gare qui est construite en 1900 pour l'exposition universelle, donc finalement, la gare couvre la période, il est contemporain de la période qu'il couvre. Pour être plus précis, le champ chronologique du musée d'Orsay s'étend de 1848 à la Première Guerre mondiale. Et pour la photographie, depuis la naissance officielle, annoncée par Arago, du médium en 1839 jusqu'à 1918. Donc au départ, le musée d'Orsay il est pensé comme un musée d'art et d'histoire. Et puis avec le temps, je crois qu'il s'est surtout affirmé comme un musée d'art où se côtoient la peinture, la sculpture, les dessins, les arts décoratifs, l'architecture, la photographie et même le cinématographe, du moins à ses débuts. Et puis, donc à partir de 1979, dans la logique de préfiguration du musée, Françoise Elbrun, qui est bientôt rejointe par Philippe Néagu, va commencer à constituer une collection de photographies ex nihilo, contrairement à ses collègues des peintures ou des sculptures qui bénéficient de transferts de collection depuis le musée du Luxembourg ou le musée du Louvre. Et tous deux donc, vont réaliser des achats en vente publique auprès des descendants, auprès des marchands, des collectionneurs, obtiennent aussi des dons, beaucoup de dons de particuliers, des donations, des dations, etc. Et puis aussi des dépôts de la part d'un certain nombre d'institutions publiques, tout en étant aidés également par la Société des Amis du musée d'Orsay. Les rejoindront ou leur succéderont Quentin Bajac, Dominique de Fonréau, puis Thomas Galiffo et moi-même depuis une dizaine d'années, chacun ambitionnant de faire de cette collection un panorama du fait photographique au cours donc de la période considérée, 1839-1918, du fait photographique dans toute sa diversité et sa complexité. Alors évidemment, c'est très théorique. Et il s'agit pour nous donc de collecter autant la photographie à ambition artistique que la photographie avec une logique documentaire, que les productions commerciales, que les pratiques amateurs. Bref, théoriquement, la production de tous ceux qui ont fait la photographie dans la deuxième moitié du XIXe siècle, quelle que soit leur motivation, quel que soit le statut des images ou quelle que soit la matérialité, la technique des images. Ça veut dire aussi bien des épreuves originales signées, que des albums, que des ensembles constitués, que des négatifs, que des fonds d'atelier, etc. Alors c'est une collection qui finalement a été construite autour de 3 axes principaux qui font sa totale singularité, je crois, dans le paysage français et international. Le premier axe, c'est la photographie que Félix Nadar a qualifiée de primitive, c'est-à-dire la photographie de l'âge d'or de la photographie française et anglo-saxonne,
britannique plutôt, entre 1839 et les débuts des années 1860. Photographie qui est incarnée par des noms comme Talbot, Bayard, Nègre, Le Gray, Nadar. Un deuxième axe très important, c'est la création étrangère, en particulier anglo-saxonne. Donc, depuis les Écossais Hill et Adamson, jusqu'aux Américains Stiglitz, Station, Haviland, en passant par l'anglaise Julia Margaret Cameron. Et puis un troisième axe très important de cette collection, c'est la pratique en amateur de la photographie et son utilisation par les artistes eux-mêmes, par des non-photographes, qu'ils soient écrivains comme Victor Hugo ou Lewis Carroll, qu'ils soient décorateurs comme Émile Gallé, sculpteurs comme Carabin, peintres. Beaucoup de peintres ont pratiqué la photographie. Je pense à Edgar Degas, Pierre Bonnard, Pierre Villard, Maurice Denis et bien d'autres. Et donc, selon une logique inhérente à de très nombreux départements de la photographie au sein d'un musée d'art, les équipes, depuis 30 ans, ont balancé entre la tentation de fusionner la photographie avec le champ artistique et en contre-coup, ou à l'inverse, ont tenté aussi de l'autonomiser par rapport à ce même champ artistique. En effet, la collection a été quand même façonnée, organisée sous le quadruple sceau de l'auteur, du chef-d'œuvre, des mouvements esthétiques, des courants, et des catégories en usage dans le domaine pictural, comme les genres du portrait, du paysage, la nature morte, le nu, etc. Et évidemment, ça se comprend à une époque, à la fin des années 70, où de très nombreux acteurs ont entrepris de légitimer artistiquement la photographie. Et encore aujourd'hui, dans les logiques de proposition d'acquisition, il nous faut très souvent justifier la présence de la photographie dans un musée d'art, donc la rattacher à cette dimension artistique. Et en même temps, nos prédécesseurs ont évidemment d'emblée mis en avant l'autonomie de la photographie par rapport aux autres expressions visuelles de son temps, en cherchant à en définir les caractéristiques ontologiques, en cherchant à émanciper le médium photographique de la tutelle artistique. Alors, quelques images, j'y viens, voilà. Alors, quelles ont été les évolutions en termes d'acquisition ces 10 dernières années ? Alors, s'il faut tirer un bilan de ce qui a été mené par mon collègue Thomas Galiffo et moi-même, sous la conduite de 3 chefs d'établissement qui se sont succédés et qui ont des sensibilités pour la photographie très, très différentes, eh bien, il apparaît, c'est un peu une évidence, que nous avons à la fois mis nos pas dans les traces de nos prédécesseurs et tenté aussi de prendre quelques chemins de traverse. Alors, nous avons renforcé les grands axes dont je vous parlais tout à l'heure. D'abord, en continuant à collecter pour constituer des ensembles monographiques, de manière à en faire des ensembles de références. Par exemple, en acquérant des daguerreotypes du tandem Stanislas Rattel et Choiselat, des daguerreotypes de Giraud de Pronget, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, des épreuves et des négatifs de Charles Nègre, ou encore des plaques de verre négatives du peintre, graveur et créateur du théâtre d'ombre Henri Rivière. On les verra un peu plus loin. Qui représente l'ascension sur la tour Eiffel de ses amis du Chat Noir. Nous avons aussi acquis des icônes qui jalonnent l'histoire de la photographie, comme cette épreuve de Reislander, ce photographe d'origine suédoise, qui s'intitule Le premier négatif, tableau vivant qui cherche à adapter le mythe de Pline l'Ancien sur les origines du dessin. Vous savez que voilà, c'est cette jeune potière qui va tracer la silhouette de l'ombre projetée de son amant sur le mur et qui ainsi fait la première œuvre peinte ou dessinée. Et Reislander, lui, à travers cette proposition, tente d'élever aussi la photographie au rang des arts les plus nobles. Et puis, nous avons complété le fond très important, très beau, relatif au pictorialisme international, avec
des pièces uniques, procédés pigmentaires, signé Edward Steichen, Frédéric Hollanday, Robert de Machy, chef de file du pictorialisme français que le musée de Châlons conserve aussi également, Pierre Dubreuil, Otto, voilà, et les plaques de verre dont je vous parlais. Et puis, d'autre part, nous avons défini une nouvelle priorité dans la continuité donc, de l'exposition Qui a peur des femmes photographes, qui était présentée à Orsay et à l'Orangerie en 2015. En effet, nous assumons, Thomas et moi, une démarche très volontariste dans l'acquisition d'œuvres de femmes photographes du 19e siècle et du début du 20e siècle. Des premiers travaux de la portraitiste rouennaise itinérante Maria Chamfort à la pionnière du photojournalisme américain Frances Benjamin Johnston, en passant par Lady O'Warden, qui n'a cessé de photographier ses filles à l'orée de la vie d'adulte, jusqu'aux pictorialistes françaises Céline Laguarde ou américaines comme Anne Bregman ou Alice Burr. Enfin, d'autres champs nous ont semblé importants à explorer. Les premiers temps de la photographie en couleur, d'une part. D'autre part, l'attention aux images déclassées, pauvres, ces rebuts de l'histoire qu'on a eu peut-être tendance à détruire ou à ne pas voir, comme cette image qui présente tous les attributs de la photographie ratée, avec des taches de doigts, des couleurs de collodion, le flou, le décadrage, mais qui révèle aussi, si on regarde bien, la silhouette spectrale de Charles Baudelaire derrière la toile, lui qui a appelé de ses voeux une photo qui est le flou du dessin. Et troisième axe aussi qu'on a souhaité explorer davantage, c'est la photographie considérée dans sa relation avec d'autres expressions artistiques de son temps. Ces expressions artistiques, c'est le cinéma, qui naît à la fin du 19e siècle, en 1895 officiellement. Donc ici, voilà, les relations qui sont susceptibles d'y avoir entre la photographie et le cinéma, avec le travail de ce officier instructeur de cavalerie Fernand Valentin Gossard, qui est aussi chronophotographe, les relations de la photographie avec les arts plastiques. On a fait l'acquisition d'un très bel ensemble d'épreuves de Jacques Delalin, peintre, sculpteur belge, qui a eu un usage très intense de la photographie, mais aussi très confidentiel. C'est tout à fait intéressant parce qu'on est en train de découvrir de plus en plus d'artistes qui ont fait usage de la photographie, mais sans le dire. Je pense à Tissot, par exemple, aussi, à la même époque, ou Fantin-Latour. Et puis, un autre croisement qu'on souhaite aussi développer, c'est les relations entre la photographie et la littérature. Et on a fait l'acquisition de ce merveilleux album réalisé par Émile Zola, écrivain, intellectuel engagé, mais aussi photographe, qui n'a cessé de photographier ses deux enfants, Denise et Jacques, qu'il a eu d'un lit adultérin, et qui en fait organise cet album de famille comme un livre, et qui, je crois, fait de cet ouvrage aussi une sorte de reconnaissance en paternité des enfants illégitimes. Et puis, troisième exposé en ce moment, non? Jusqu'à la semaine dernière, voilà. C'est fini. Une exposition sur les portraits qu'il a fait de sa fille Denise et de la collaboration qu'ils ont pu avoir tous les deux. Pour terminer, en quelques instants, pourquoi et comment faire encore collection aujourd'hui, sachant que voilà, la collection du musée d'Orsay, elle est composée d'environ 50 000 items, sachant aussi qu'on observe un phénomène d'assèchement du marché de l'ancien, que les prix peuvent atteindre des sommets, je dirais, démesurés, et puis qu'à l'inverse, le budget qui est dédié aux acquisitions a été fortement réduit pour le musée d'Orsay, mais je pense pour un certain nombre d'institutions en France, depuis le début de la pandémie, sachant que notre budget est relatif, dépend de la billetterie du nombre de visiteurs annuels.
Par ailleurs, voilà, le 19e siècle, c'est un siècle qui s'éloigne. Le public a de moins en moins les clés pour comprendre les productions de cette période. Donc la grande question, du moins pour moi, c'est comment continuer à rendre accessible la photographie ancienne et comment la rendre actuelle, puisqu'il est évident qu'on ne s'adresse pas qu'à nos pairs et qu'à des experts de la photographie. Voilà, donc je me permets de proposer mes réponses à ces questions. C'est pour moi important d'élargir vraiment aujourd'hui le champ de la photographie et d'y intégrer finalement tous les groupes de créateurs, de producteurs d'images qui ont été jusqu'à présent sous-représentés dans l'histoire de la photographie. Que l'on range ces producteurs ou créateurs sous le terme de minorité, de marge, de diversité, de zones blanches, comme vous avez dit tout à l'heure, de culture populaire, périphérie. Enfin, je crois qu'il est vraiment essentiel d'élargir notre regard. Deuxième chose, c'est aussi en s'éloignant du discours formaliste qui privilégie la dimension esthétique des images, parce qu'il me paraît essentiel d'interroger aussi les représentations, d'analyser les fonctions référentielles des œuvres, des images, de révéler leur sous-texte. Et puis enfin, c'est regarder le passé au prisme du présent. Ces images du 19e siècle, ce sont les images du monde d'hier, ce monde qui a formé la matrice de nos sociétés contemporaines. Et pour moi, la grande question qui se pose aujourd'hui, pourquoi conserver un patrimoine culturel si nous n'aurons plus bientôt de patrimoine naturel ? C'est donc aussi poser la question à la photographie. Comment cette invention majeure, la photographie, a accompagné la révolution industrielle ? Comment elle a participé à l'avènement de nos sociétés carbonées, nos sociétés extractives ? Comment elle a été aussi au service d'entreprises de subordination des êtres humains, du vivant, et a à faire pleinement avec l'anthropocène. Autrement dit, je crois que faire collection aujourd'hui, c'est plus que jamais penser l'articulation de la photographie et du politique. Merci beaucoup Marie, Robert. Merci à tous. Merci pour cette belle conclusion. Et en t'écoutant, là, à la fin, je pensais à tout ce que développe aussi quelqu'un comme François Jarige sur l'histoire des fumées, de la pollution au XIXe siècle et du fait que la photographie est liée à la chimie, à toute une industrie aussi qui va se développer à cette période. Alors, comment la rendre actuelle ? Comment rendre ces collections actuelles ? Comment les rendre accessibles ? Comment les valoriser ? Je crois que ce qui ressort aussi de toutes vos interventions, c'est sans doute une nouvelle ou une autre sensibilité aux images photographiques qui s'est développée ces dernières années et qui se ressent dans vos institutions respectives et dans la manière dont même les institutions sont capables de percevoir la photographie et dont elles veulent aussi la donner à voir au public. Cette sensibilité aux images qui a changé, je pense que tu l'as très bien souligné, Marie, dans ton intervention. Je pense qu'il y a quand même une importante influence des sciences humaines et sociales qui ont, par les études de genre, par la question des cultures visuelles, des cultures populaires, etc., fondamentalement modifié la manière dont on peut percevoir des photographies et ce à quoi on va s'intéresser, je parle à la fois en tant qu'historienne, mais aussi de votre côté en tant que conservateur ou chargé de collection, ou même donc en tant qu'archiviste, ce qui est à la fois ce que vous avez dit qui m'a frappé, Pierre, c'est la photographie est une archive comme une autre, et en même temps, dans les débats qu'on peut lire sur qu'est-ce que c'est qu'un document photographique, etc., on voit aussi qu'il y a une tentative de la part des milieux photographiques de dire que c'est pas tout à fait justement une archive comme une autre, mais en termes institutionnels, dans la manière dont c'est classé, évidemment, oui. Et puis, cette importance aussi de l'idée de photographie comme objet qui, je pense, dans ces dernières années, a fondamentalement, pas modifié, mais accompagné la manière dont on a pu collectionner des photographies. Alors, il nous reste très peu de temps, donc je vais vous poser une toute petite question. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est l'importance numérique, je dirais, de ces collections. Je ne vous pose pas la question des budgets qui sont alloués à la photographie, parce que je ne sais pas si vous pourriez les révéler, mais en tout cas du nombre de personnes qui travaillent
pour chacune de vos institutions sur ce domaine photographique. Parce que souvent, moi, ce qui me frappe quand j'entends les uns et les autres, c'est cette énorme différence, ce différentiel, ce fossé entre l'importance de ces collections et finalement le nombre d'individus qui en ont la charge, qui s'en occupent et qui font de nombreuses choses pour la photographie. On voit aussi, dans tout ce que vous nous avez raconté depuis ce matin, que au sein de ces institutions, ce qui compte, ce sont les individus finalement qui les portent et quelle vision ils ont de la photographie. Et vous avez tous parlé de personnalités qui ont été importantes pour vos institutions. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose dont il faut avoir vraiment et pleinement conscience. Donc voilà, si vous avez des éléments, combien êtes-vous? Jamais assez. Mais, je vais rebondir là-dessus. Mais oui, nous, au musée, on a énormément de chance parce qu'on est très soutenus pour s'occuper de nos photographies. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on était un village de Gaulois, on est bon an, mal an, une quarantaine depuis 25 ans. Ce qui est quand même remarquable pour une collectivité de moins de 50 000 habitants. Et le service qui s'occupe physiquement des collections, on est entre 5 et 10 suivant la période, et on a 4 personnes qui numérisent en permanence. Et pour en revenir à ce que disait Marie, je pense que peut-être la solution, elle vient des photographes aussi. Il y a énormément de photographes contemporains qui travaillent sur ces sujets-là. J'en connais quelques-uns parce que du coup j'ai les fonds chez moi, mais par exemple les gens de Tendance Floue qui viennent de faire Fragile, par exemple, sont des gens qui réfléchissent beaucoup à cette question-là, tout en vivant très bien avec le numérique et en produisant un patrimoine secondaire que je contribue à alimenter. En numérisant leurs négatifs, etc. Donc en termes d'écologie, on n'est non plus pas très très bon. On n'est pas bon en conservant de la photographie aussi. Je passe à Héloïse hier qui rappelait les questions de conservation physique, de faire des chambres froides. On est des non-sens écologiques, nous, entreprises de conservation de photographie. Et ça ne va pas aller s'améliorant vu que maintenant on commence à conserver des fonds natifs numériques. C'est ça. La question qui va se poser là dans les prochaines années et qui se pose déjà, et il y a quand même une volonté de réflexion sur les fonds nativement numériques, comment on va les conserver et qu'est-ce que... Très clairement, moi, là j'ai rentré dans les collections du musée l'année dernière le fonds de Kate Barry. Kate Barry, de 2006 à 2013, eh bien, j'ai récupéré 10 disques durs. Qu'il faut que je sache lire, qu'il faut que je copie, qu'il faut que je conserve. Cette logique que nous avons de tout conserver, elle est gentille, mais il y a un moment, effectivement, ça peut poser question, surtout quand on est effectivement un musée municipal d'une ville de moins de 50 000 habitants et que tous nos fichiers sont hébergés par un service informatique d'une collectivité territoriale. Donc, c'est des vraies questions. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on fait comme on met une borne temporelle au musée Nicéphore-Niepce? Mais il y a des questions qui peuvent se poser. Enfin, c'est trop tard, hein, la borne, on a explosé, puis je ne me laisserai pas faire, mais en attendant, ça pose quand même un certain nombre de questions. Combien vous êtes au musée, vous, d'une manière générale? Alors nous, sur la photographie. On est une petite équipe aussi, on est bientôt 8, on va recruter un ou une médiatrice prochainement. Et donc, tout se passe en interne pour nous. Alors, nous, la numérisation des photos se fait en même temps que les archives qui sont aussi intégrées dans nos fonds. Les familles, en fait, nous, on répond aussi à l'impératif des familles qui souhaitent absolument récupérer les numérisations des archives et des photos. Donc, on se doit aussi de constituer des dossiers pour eux pour qu'ils puissent ensuite les partager avec les autres membres de la famille. C'est très, très important, voilà, pour eux. On a aussi notre méthodologie de collecte, nos rencontres avec les donateurs qui sont aussi photographiés. On est un peu, c'est la photographie dans la photographie parce que c'est aussi important pour eux de garder une trace de cette rencontre. Ils ne s'en rendent pas compte forcément sur le moment, mais c'est important aussi. Et on fait appel, grâce à des subventions de la DRAC aussi, à des numérisations par un photographe afin de pouvoir effectivement valoriser nos collections en ligne. Et bien souvent, pour les objets, on associe toujours une photographie de la personne qui est concernée par l'histoire de l'objet pour vraiment incarner le don. Et juste, si je peux juste rajouter un petit mot, c'était vraiment incroyable de vous entendre, voilà, les uns les autres, de savoir que
un musée de la résistance et de la déportation peut se sentir à sa place aux côtés des autres musées parce qu'on partage vraiment les mêmes problématiques, c'est incroyable. Et un grand merci aussi donc, pour l'ouvrage des acquisitions qui permet de vraiment réunir toutes ces nouvelles évolutions de la photo, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir pu ouvrir une nouvelle porte sur la photographie qu'il n'y avait pas avant, comme si on ne l'avait jamais regardée, la photo, et qu'aujourd'hui, on pouvait vraiment lui redonner un peu ses titres de noblesse. Il y a vraiment quelque chose de ça, que ce soit en lien avec les sciences humaines, que ce soit... Enfin, moi, j'ai des points communs avec chacun de vous aujourd'hui dans la manière d'acquérir les dons et la manière de les valoriser. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci. Alors, au musée d'Orsay, on est une petite équipe, 2 conservateurs, un chargé d'études documentaires, Jérôme Legrand, et puis on partage avec les autres domaines un responsable de réserve, Fabrice Golec, une régisseuse, Candice Brunery, et une monteuse encadreuse, Béatrice Fénard. Voilà, mais on est inséré dans un établissement qui a plus de 600 agents, et donc il y a une force vive exceptionnelle, vous vous en doutez, au service de la photographie. Alors, aux archives départementales, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas réellement, en fait, en tout cas, d'équipe en fait constituée. Alors, je vais vous surprendre. Donc, moi, je travaille en fait sur les fonds photographiques, mais les missions sont partagées également sur d'autres missions qui sont beaucoup plus vastes, qui concernent la numérisation des collections. En général, celles qui sont réalisées en interne. Alors, on parlait donc, finalement, il y a un équivalent temps plein pour la gestion spécifique en fait, des fonds photographiques. C'est pas une particularité, je crois, en fait, des archives départementales. Alors, je mettrai une réserve, c'est qu'il y a effectivement un service des fonds qui peut intervenir en fait, sur un certain nombre de... notamment sur le traitement des fonds, sur un service également des publics qui va intervenir en fait, sur la valorisation, sur les communications. Alors, on parlait du numérique très rapidement. En archive, en fait, c'est évidemment en fait, une préoccupation, d'autant plus que la masse est phénoménale. Et pour vous donner en fait un ordre d'idée, aujourd'hui, et ça ne représente pas ce qui a été numérisé, il y a 8 millions de documents qui sont accessibles en ligne sur le site, directement sur le site en fait, des archives départementales. C'est pas une particularité en soi, la quasi-totalité des centres d'archives aujourd'hui, en fait, en tout cas départementaux, mettant en ligne énormément un volume en fait, d'archives qui est assez considérable, mais qui est plutôt réservé aux besoins, en fait, en tout cas, de justification d'un certain nombre de prérogatives, d'un certain nombre en fait, de droits. Voilà, donc je pense notamment au registre d'état civil, etc. La photographie, dans ce cadre, en fait, c'est un peu la partie congrue. Il y a beaucoup de numérisation, des dizaines de milliers de numérisations en fait, aujourd'hui, mais avec une possibilité, en fait, en tout cas, de visibilité qui reste relativement faible. Et c'est vrai qu'on est très regardant sur les implications énergétiques, sur les implications écologiques, d'autant plus que le bâtiment qui a été livré et qui comporte en fait, des salles de conservation pour les photographies spécifiquement, était censé être le premier bâtiment d'archives en Europe à énergie positive. C'était une volonté, en fait, en tout cas politique. On n'y est pas encore tout à fait. On assure un équilibre, ce qui est déjà intéressant. C'est-à-dire qu'on est neutre. Mais c'est vrai qu'on aimerait aller beaucoup plus loin et la photographie est parfois, en tout cas les besoins de conservation sont parfois complexes à gérer avec une demande politique ou une demande, enfin tout simplement en fait un contexte qui nous semble indispensable en fait en tout cas de rejoindre. Merci beaucoup. Je vous invite en tout cas pour découvrir plus de collections, d'acquisitions, à feuilleter et à lire ce volume 2022 de Plus Photographie. Je remercie infiniment tous nos intervenants.